Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Bernard. Guillaume Bernard a écrit 7 ouvrages, La guerre à droite aura bien lieu et le mouvement d'Extrogir. Alors, pour rappel, Guillaume Bernard est docteur et habilité à diriger des recherches en histoire des institutions et d'idées politiques et est maître de conférences à l'ICES. Alors, peut-être tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. J'aimerais quand même. Alors évidemment, j'ai quelques critiques à formuler sur votre ouvrage, mais il me semble bien de rappeler peut-être l'aspect optimiste que vous apportez avec ce mouvement d'Extrogir, car le pessimisme est quand même quelque chose d'assez présent dans nos milieux. Donc il me semble important de relever ce point. Alors pour commencer, nous allons aborder peut-être la première partie de votre essai, qui parle justement des mutations des rapports justement au niveau des forces politiques. Et vous parlez aussi au début du FN, respectivement du RN, qui semble prendre de plus en plus de place, de poids au niveau soit, je dirais, démocratique, hein, donc des votes. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu cela, s'il vous plaît? Alors écoutez, merci de me donner la parole, j'en suis ravi. Deux petites précisions. Naturellement, tout ce que je développe, je le fais en mon nom propre, hein, et non pas au nom des institutions dans lesquelles j'officie, même si naturellement je suis à l'université et le principe de la liberté de recherche et d'expression s'applique et on me le garantit dans l'établissement où je suis. J'en suis très heureux. La deuxième petite précision, c'est que j'ai sorti cet ouvrage en 2016, donc juste avant le moment macronien en France. Je crois que ce que je proposais dans cet ouvrage n'est pas remis en cause par le macronisme, et on va sans doute en parler dans les minutes qui viennent. Mais c'est vrai que c'était une période de ma vie intellectuelle où j'ai été particulièrement intéressé par le fait d'essayer de voir si l'histoire des idées politiques pouvait être utile à l'analyse de la sociologie électorale. Et c'est ça, d'une certaine manière, cet ouvrage. C'est d'essayer de combiner, d'articuler, je dirais, une analyse qui ne soit pas que au ras des pâquerettes, c'est-à-dire ne s'intéressant qu'aux résultats électoraux, ni qui ne soit exclusivement dans le monde abstrait des idées et qui n'ait aucun rapport avec la réalité du terrain, c'est d'essayer d'analyser les forces politiques par la combinaison, par l'articulation de ces deux angles, de ces deux manières d'appréhender le phénomène politique, la sociologie électorale d'un côté, l'histoire des idées politiques de l'autre. Et donc, oui, je pense que vous avez raison de mettre le doigt sur le Rassemblement national, ex-Front national. C'est évidemment dans les 40 dernières années, en France, la force politique qui a émergé et qui est aujourd'hui l'une des principales puisque eh bien, elle est arrivée 3 fois en 2002, en 2017 et en 2022 au second tour de l'élection présidentielle qui, en France, est l'élection politique phare, celle qui structure le paysage politique pour les années qui suivent. Alors, tout le monde dit bien qu'effectivement, le Rassemblement national des années 2020, ça n'est pas le Front national des années 80. Oui, bien sûr, ça n'est pas le même parce que les circonstances politiques ont changé, le personnel politique de ce parti a lui-même changé. Pour autant, l'espace politique occupé par le Rassemblement national sur donc le spectre politique français est toujours non pas le même parce qu'il s'est élargi, mais c'est un espace politique qui est à la droite de la droite. Et il s'est avéré que ce qui était le leitmotiv, je dirais, des analystes, aussi bien sous la 4e que sous la 5e République, bien que le système partisan ne soit pas le même, mais sous la 4e comme sous la 5e République, on nous expliquait, et on nous explique naturellement encore aujourd'hui, qu'une force politique extrême, une force politique radicale, qui est donc sur les bords du spectre politique, ne peut pas arriver au pouvoir. Or, il me semble, et c'est l'objet d'une partie du livre, notamment c'est l'objet du sous-titre, le mouvement d'Extrogir, que, eh bien, une force politique classée sur la droite du spectre politique, eh bien, peut être en capacité
de l'emporter. Ça ne remettrait pas en cause le mouvement d'Extrogir à mes propres yeux si Marine Le Pen ou Jordan Bardella n'étaient pas élus président de la République en 2027, parce que je pense qu'il y a pour dire les choses très simplement et de manière très simplificatrice, une droitisation de la société. Mais pour autant, évidemment, je pense que l'une des conséquences possibles de ce mouvement d'Extrogir que j'ai proposé d'identifier, c'est qu'effectivement, une force politique radicale sur la droite du spectre politique, qui ne soit pas une force politique modérée, donc de droite modérée ou de gauche modérée, peut accéder au pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, en France, le délitement du système partisan, le désintérêt de la population pour la politique, la perte de confiance de la population dans le personnel politique fait que dans la mesure où le Rassemblement national n'a jamais été au pouvoir au niveau national, d'une part, et où d'autre part, les administrés, je dirais, au niveau local, qui ont, je dirais, un exécutif local Rassemblement national en étant généralement plutôt satisfaits, donc d'autre part, eh bien, ces deux éléments-là font que une victoire éventuelle de la droite nationale en France est envisageable pour les années à venir. Alors tout d'abord, peut-être en quoi le Rassemblement national est-il de droite? Et peut-être autre point, peut-on être de droite tout en restant dans l'esprit, ou plutôt oui, en se revendiquant républicain? Et peut-être dernier point, ça vous l'avez évoqué au début de votre réponse, beaucoup appellent le Rassemblement national le reniement national. Parce qu'en effet, le Rassemblement national, respectivement le Front national, n'a plus rien à voir. Il me semble en effet que c'est devenu un parti de gauche à bien des égards. Alors bon, attendez, il y a beaucoup de choses et je risque d'oublier certaines de vos interrogations, donc vous me rappellerez, vous me les rappellerez si jamais j'oublie. C'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que je risque de les oublier. Bon, alors la première des choses, en quoi le FN devenu le RN serait une force politique de droite. Bon, c'est, me semble-t-il, le plus important l'aspect le plus important de votre question. Il est absolument essentiel de comprendre que les forces politiques, elles interagissent les unes vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on n'existe pas seul sur le spectre politique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'idée qu'on se fait de soi-même qui explique la place que l'on a sur le spectre politique, c'est aussi l'existence des autres forces politiques. Bon, je ne veux pas être trop long, mais pensez par exemple à la 4e République. Vous avez le Parti communiste, vous avez la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, vous avez quelques partis du centre, centre-gauche, du DSR, le parti de Mitterrand, vous avez au centre-droit le MRP, Mouvement républicain populaire, et quand De Gaulle crée en 1947 le RPF, le Rassemblement du peuple français, le seul espace politique qui reste au RPF, c'est la droite, voire d'une certaine manière, et le Parti communiste ne manque pas de le dire, le positionnement d'extrême droite. Et en raison de la guerre d'Algérie, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le MRP va exploser en plein vol. Et vous savez que l'un des patrons du MRP, Georges Bidault, le successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été un des plus farouches défenseurs de l'Algérie française et qu'il s'est finalement opposé à De Gaulle après donc le revirement de De Gaulle en 1960. En tout cas, le MRP, à cause de la guerre d'Algérie, implose. Et par conséquent, il y a un glissement sur le spectre politique. Le RPF, qui était sur la droite, voire l'extrême droite du spectre politique, va glisser vers le centre droit, tandis que ça va permettre l'émergence, évidemment, petit à petit, de partis politiques plus à droite que ce qui est devenu le parti gaulliste, donc le RPF qui s'est transformé en UDR. Donc, tout ça pour dire, ça n'est qu'un exemple, pour dire qu'une force politique, elle n'existe pas que par elle-même, elle existe par les rapports de force avec les autres. Et donc, par conséquent, il y a non seulement le discours que tiennent les hommes politiques, mais il y a aussi le fait qu'il y a l'image que se font
de ce parti les citoyens. Hein. Et donc, objectivement, le RN issu du FN eh bien, est positionné sur la droite du spectre politique, droite radicale ou droite nationale ou extrême droite si vous voulez, peu importe. En tout cas, il est clair que il y a ce premier élément, il y a ce premier élément-là. Il y a un deuxième élément, évidemment, il y a les thèmes qui ont permis au FN et au Rassemblement national d'émerger. Non seulement d'émerger dans les années 80-90, mais aussi aujourd'hui de se consolider et d'arriver au deuxième tour de la présidentielle. Et les deux grands thèmes, qu'on le veuille ou non, qui font que le Rassemblement national aujourd'hui est l'une des principales forces du paysage politique français, c'est la question de l'immigration et de l'identité, et c'est la question de l'insécurité. Deux thèmes qui sont, d'une certaine manière, traditionnellement des thèmes de droite. Alors après, pour autant, évidemment, ce n'est pas parce que l'on est sur la droite du spectre politique, ce n'est pas parce qu'on est à droite que l'on est forcément philosophiquement de droite. Et c'est donc notamment un des éléments que j'ai essayé de développer dans cet ouvrage, hein, La guerre à droite aura bien lieu, c'est qu'il y a évidemment des incompatibilités entre les différentes sensibilités qui se sont retrouvées sur la droite du spectre politique, mais qui n'étaient pas nécessairement véritablement de droite. Et donc moi, d'une certaine manière, j'appelais à ce que des personnes qui étaient véritablement de droite, mais qui appartenaient à différentes structures politiques, se rassemblent dans une même organisation pour former eh bien, une puissance politique, une force politique qui soit doctrinalement cohérente. Ça n'est pas arrivé pour l'instant, parce qu'effectivement, on est bien obligé de constater que eh bien, aucune des forces politiques, même les plus à droite, ne sont authentiquement et exclusivement de droite. Toutes les forces politiques aujourd'hui sont philosophiquement hybrides et sont en grande partie, le dosage est différent en fonction et des organisations et des personnes, mais sont en grande partie tributaires de la pensée politique moderne. Je pense, pour ma part, que la pensée classique est en train de reprendre du terrain, que cette pensée classique est en train de reconquérir de l'espace politique petit à petit, parce que tout simplement le réel s'impose à nous, le réel s'impose à la population, le réel s'impose aux hommes politiques, et qu'il retrouve petit à petit des démarches, des réflexes, des réflexions qui sont véritablement de droite. Pour autant, évidemment, aucune des organisations, que ce soit LR, Reconquête ou le Rassemblement national, ne sont authentiquement et exclusivement, véritablement de droite. À cela s'ajoute, et c'est peut-être un des éléments de réponse aussi à d'autres aspects de vos interrogations, à cela s'ajoute que le Rassemblement national, sous la direction de Marine Le Pen, a décidé d'établir une stratégie pour essayer de conquérir un électorat populaire qui se trouvait à gauche. Bon. Et c'est là où il me semble qu'elle a commis ou qu'elle commet d'une certaine manière une maladresse stratégique, parce que il semblerait, en tout cas moi c'est ce que je crois pouvoir constater, que sous prétexte de conquête sociologique de l'électorat se trouvant à gauche, eh bien, elle accepte, elle ou d'autres au Rassemblement national, une édulcoration du logiciel intellectuel du Rassemblement national. Hein. Ce qui d'ailleurs est, soit dit en passant, à peu près la même erreur, mais inversée, qui a été commise, me semble-t-il, par Éric Zemmour et Reconquête, c'est-à-dire que eux, sous prétexte de tenir un discours qui soit totalement et le plus, oui, qui soit cohérent et qui soit le plus, le plus concis, le plus ramassé, du coup, se sont désintéressés des questions sociologiques. Hein. C'est-à-dire que j'aurais envie de dire que les forces politiques qui sont les plus à droite sur le spectre politique français commettent une erreur qui est du même type, mais qui est dans l'articulation inversée. Le RN étant obsédé par les questions sociologiques et donc se désintéresse de la doctrine, et le Reconquête, qui est tout aussi hybride que le Rassemblement national. Hein. Il ne s'agit pas du tout de dire que Reconquête a une cohérence philosophique classique, mais Reconquête essaye d'avoir un discours qui soit cohérent, mais du coup, évidemment, se désintéresse des questions sociologiques.
je crois que c'est une erreur parce que ce n'est pas parce que l'on veut conquérir un électorat qui est à gauche ou qui est supposé être à gauche que pour autant on doit faire des concessions doctrinales. La meilleure des preuves, me semble-t-il, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. C'est en 1848 l'élection à il a gagné à plat de couture, hein, il fait 75% des suffrages exprimés, 55% des inscrits. Non seulement il a les voix de droite, j'allais dire bien sûr, bon, les légitimistes notamment décidant d'abandonner leur propre candidat en se disant il n'a aucune chance de gagner, mais Bonaparte peut peut-être le gagner, donc vote utile. Donc non seulement il a les votes de droite, mais il a aussi les votes des ouvriers. Ouvriers qui, en juin 1848, ont été sabrés dans le sang par les républicains et les libéraux. Et donc, par conséquent, on n'a pas forcément besoin de faire de concessions idéologiques pour capter un électorat. Et il me semble là qu'il y a une véritable erreur stratégique. Après, comment dire, sincèrement, sonder la conscience de Marine Le Pen ou des cadres dirigeants du Rassemblement national, moi, pour ma part, j'en suis pas capable, donc je ne peux pas vous dire, et je ne dirai pas, que le Rassemblement national, aujourd'hui, est un parti de gauche. Je ne le dirai pas. C'est un parti qui entend défendre les intérêts nationaux à sa manière, qui continue à avoir comme, je dirais, tête d'affiche dans son programme la question de l'immigration et de l'insécurité, qui sont deux thèmes éminemment de droite. Et donc, par conséquent, moi, je n'en conclurai pas que c'est un parti qui a dérivé vers la gauche. En revanche, stratégiquement, je dirais, l'idée, je dirais, de constituer un bloc populiste, ce qui est parfaitement légitime, les conduit à peut-être effectivement des adaptations programmatiques et doctrinales qui me paraissent dommageables, mais le cœur de la matrice, je dirais la force d'inertie du Rassemblement national me paraît être toujours sur le côté droit du spectre politique. On reviendra peut-être, si vous le désirez, sur la question du bloc populaire et du populisme, parce que ça, c'est une vraie question extrêmement importante à essayer d'analyser. Alors peut-être, je répète ma question, en quoi Oui. le Rassemblement national est-il de droite? Alors très bien, il s'oppose à l'immigration, à l'insécurité, Oui. et moi je il ne vois pas. Pardonnez-moi, et il propose quand même sur ces questions-là un certain nombre de solutions qui sont plutôt des solutions de type de droite. Alors, sur l'immigration, l'idée, je dirais, de maintenir la référence culturelle nationale historique, et ce sont les immigrés qui ont à s'adapter à cette identité, et ce n'est pas la France qui a à s'adapter aux vagues d'immigration. Il me semble quand même que ça ressemble plutôt à l'idée de la sociabilité naturelle plutôt qu'à l'idée du contrat social. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même plutôt de droite. Pour ce qui est de l'insécurité, alors il y a sans doute, je dirais, c'est un peu plus compliqué parce que même ceux qui se pensent les plus à droite sont généralement infestés de pensées modernes, mais enfin en tout cas, il y a quand même toujours l'idée qu'il faut assurer la sécurité parce que eh bien, les victimes sont plus à plaindre quand même que les voyous. Donc là aussi, il me semble que la matrice intellectuelle est une matrice de droite. Voilà. Pardon, je vous ai interrompu. Non, pas de problème. Peut-être aussi un autre point, là vous expliquez à l'instant, évidemment on s'identifie soit de droite ou de gauche ou à droite et à gauche, mais il y a aussi l'adversaire qui lui nous désigne. Bien sûr. Mais n'est-ce pas aussi là toute l'arnaque? Parce que à l'heure actuelle, si vous vous opposez au phénomène trans, vous êtes d'extrême droite. Si vous êtes contre l'implantation d'éoliennes près de chez vous, vous êtes d'extrême droite. Enfin, il faut extrêmement peu de choses de nos jours pour être classé à droite de l'échiquier politique. Oui, mais tant mieux. Tant mieux, ça va créer une habitude psychologique chez des personnes qui sont tout simplement de bon sens et qui sont des personnes, je dirais, bien intentionnées et qui n'ont absolument pas le sentiment d'être, radicaux, réactionnaires, contre-révolutionnaires. Ça va les habituer à se faire taxer d'être donc réactionnaires, contre-révolutionnaires, d'extrême droite, fascistes, etc. Ça ne peut que favoriser le mouvement d'extrogir. C'est très bien. Si les types en face sont suffisamment crétins pour effectivement être aussi sectaires que cela, eh bien, pourquoi les en empêcher?
Pourquoi les empêcher de favoriser eh bien, une émulation et une coagulation d'une force politique qui soit véritablement de droite? Tant mieux. Oui, oui, tout à fait. Bon, ça peut aussi, de cette manière, je pense, peut-être castrer certaines personnes à justement prendre la parole sous prétexte d'être taxé d'extrême droite. Peut-être il y a aussi cet autre phénomène à prendre en compte Oui, où oui, il me mais semble vous, qu'en France, c'est plus important qu'en Suisse, mais être d'extrême droite, c'est presque un crime. oui, en tout cas, c'est encore quelque chose de honteux. Seulement, vous comprenez bien que quand Marine Le Pen, qui n'est pas l'incarnation d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, j'en conviens parfaitement. Hein. Si vous voulez, je crois qu'il faut évidemment raison garder et raisonner avec le spectre politique de manière pragmatique. De quoi est-on le plus éloigné ou de quoi est-on le plus proche? Bon, quand Marine Le Pen, qui n'est pas l'incarnation d'Aristote, malheureusement, eh bien, fait 13 millions de voix au deuxième tour de la présidentielle, bon, il y a quand même des langues qui se délient. Il y a quand même, je dirais, un effet d'imitation qui n'est pas qu'au bénéfice de la modernité et du progressisme, mais qui se fait aussi au bénéfice, je dirais, de la pensée de droite. Donc tant mieux, et de la pensée nationale, donc tant mieux. Il y a un Vous autre l'avez point dit, aussi. vous l'avez dit au début. Hein, si vous voulez, moi je ne fais, je crois qu'il faut analyser en quoi il peut y avoir un phénomène de décadence civilisationnelle. Il faut analyser en quoi il y a des rapports de force et il faut les regarder de manière objective, sans, je dirais, se leurrer. Mais pour autant, il ne s'agit pas d'être masochiste. Et donc, effectivement, essayer de voir partout où il y a des choses positive, où il y a du bien que l'on peut faire éclore, que l'on peut faire se développer, reprendre cette idée des Grecs anciens de la physis, c'est-à-dire de la nature qui pousse, qui jaillit, de la vie, n'est-ce pas, qui est plus forte que la mort, que l'être est plus fort que le non-être. Je pense que fondamentalement, la pensée moderne, c'est la pensée du non-être, c'est la pensée de la négation, c'est la pensée de la destruction, et que la pensée classique, dont la droite n'est que comment dire, la position avancée électorale. Mais le fond du problème, ce n'est pas la droite et la gauche, c'est la modernité et le classicisme. Eh bien, le classicisme peut avoir, si l'on en prend, je dirais, conscience et si l'on en prend les moyens, peut avoir des espaces politiques, culturels et sociaux à reconquérir. Eh bien, il faut développer cela plus que, je dirais, battre sa coulpe ou, je dirais, se rentrer dans un misérabilisme suicidaire. Il y a un autre point peut-être qui est aussi, il me semble très intéressant, c'est la place des catholiques en politique. Donc votre chapitre 3 s'appelle Lobby or not to be. Et je vais vous citer justement peut-être sur cette, je dirais, ce mouvement d'extrogir au niveau peut-être du catholicisme. Alors entre 2009 et 2014, la proportion des catholiques pratiquants considérant que l'Église doit défendre et affirmer ses valeurs, même si elles sont en décalage avec les changements sociétaux, a progressé de 5 points pour ce qui concerne l'homosexualité, de 9 points pour la contraception et de 18 points pour l'avortement. Il y a là une dynamique qui illustre le mouvement d'extrogir. Plus ferme dans ses positions, cet électorat est de plus en plus susceptible de varier en fonction de l'offre politique. Oui. Alors ça, c'est aussi peut-être le dilemme que vous posez, c'est-à-dire quelle place doivent avoir peut-être les catholiques au niveau du spectre politique, parce que il me semble qu'ils ne sont que très peu représentés, en tout cas, de ce qu'on voit en France. Il y a éventuellement Civitas, mais malheureusement, c'est encore un petit parti au niveau électoral et national. Euh, si on regarde du point de vue et sociologique et doctrinal, sociologiquement parlant, il est clair que les catholiques ne sont plus une majorité électorale. Ils ne peuvent plus à eux seuls faire une élection. Mais les catholiques pratiquants, c'est-à-dire ceux qui ont un vote différencié par rapport
avec le reste de la population, parce que les catholiques juste de culture ont exactement le même vote que l'ensemble de la population. Les catholiques pratiquants, c'est quoi? Entre 13 et 15% du corps électoral. Les messalisants, hein, vous savez, ceux qui vont tous les dimanches à la messe, c'est entre 2 et 4%. Bon, donc c'est 15% ou c'est 2 à 4% pour ceux qui sont encore plus, je dirais, investis, je dirais, dans leur pratique religieuse, ils ne peuvent pas faire une élection. Mais ils peuvent défaire une élection. Ils peuvent bloquer quelque chose ou ils peuvent favoriser quelque chose qui, je dirais, un mouvement politique qui les dépasse. Donc, ils sont en réduction sur le long terme en termes numériques, mais ils sont de plus en plus, depuis maintenant une quinzaine d'années, eh bien, ils sont de plus en plus radicaux. C'est-à-dire qu'on sait que cet électorat-là, qui était un électorat, comment dire, fixe, qui était un électorat qui, de toute façon, voterait pour la moitié d'entre lui, de manière systématique pour la droite modérée, cet électorat, il se radicalise. Il a glissé vers la droite nationale, et il est de plus en plus ferme quant à ses positions, en particulier dans les jeunes générations. Hein, les moins de 35 ans sont décomplexés, outre que les clivages qui pouvaient exister au sein du monde catholique du point de vue, par exemple, liturgique, n'existent quasiment plus chez les moins de 35 ans, ce qui fait qu'ils peuvent se coaguler pour faire des mouvements associatifs, des lobbies, etc., ce qui était quasiment impossible précédemment. Donc, disons les choses très clairement, les catholiques eh bien, sont dans la capacité de faire à eux seuls une élection, mais ils sont indispensables pour pouvoir établir une majorité, et en particulier une majorité qui soit à droite ou sur la droite du spectre politique. Donc, ils ont toujours un poids, un poids non négligeable, à condition qu'ils soient ce qu'on appelle, vous l'avez dit en me citant très, très aimablement, à condition qu'il soit un électorat flottant. C'est-à-dire qu'il n'ait pas un vote, je dirais, de classe, qu'il n'ait pas un vote, fixe. Je cherche le terme depuis tout à l'heure et je ne le retrouve pas, mais bon, ça me reviendra peut-être au cours de notre entretien. Un électorat captif, voilà, c'est ça, et qu'ils acceptent de ne plus être un électorat captif, mais qu'il soit un électorat flottant, en fonction de l'offre politique qu'on leur fait. Et donc, par conséquent, effectivement, ils peuvent peut-être considérer que tel candidat à la présidentielle est préférable que tel autre, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont voter systématiquement pour les candidats aux élections législatives présentés par le candidat pour lequel ils auront voté à la présidentielle. Ils peuvent parfaitement considérer que la personnalité en question, les prises de position en question de tel ou tel candidat ne sont pas satisfaisantes, eh bien, ils ne voteront pas pour lui. C'est-à-dire qu'il faut que cet électorat devienne effectivement un électorat flottant et susceptible de faire perdre ceux qui sont théoriquement certains d'avoir leur suffrage. Je comprends tout à fait, mais pour revenir sur le point, qui aujourd'hui en France, quel candidat sérieux remet en question l'avortement, remet en question le mariage homosexuel? Personne. Donc, non, au final, personne. Je ces dirais catholiques que le seul... se radicalisent, entre guillemets, mais oui. là, visiblement, ils n'ont aucun candidat sur lequel ils pourraient peut-être reporter leur vote. Non, alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Le seul homme politique qui est doctrinalement cohérent, en tout cas qui est le plus cohérent de tous les hommes politiques, c'est incontestablement Jean-Frédéric Poisson. Et il est clair que, justement, son honnêteté, sa loyauté, sa sincérité, je dirais, politique et philosophique, ne font pas de lui aujourd'hui, on verra bien à l'avenir, en tout cas pour l'instant, eh bien, une figure présidentiable. Bon. Et que donc, par conséquent, les catholiques sont orphelins de cela. Mais pardonnez-moi de préciser une chose. Je suis moi-même catholique et donc effectivement, j'attache évidemment de l'importance aux questions que l'on qualifie aujourd'hui de sociétales, mais qui sont en fait des questions morales, hein, l'avortement, vous l'avez dit, le mariage, la bioéthique, l'expérimentation honteuse que l'on fait sur les embryons humains. Bon, c'est une question évidemment et éminemment importante. Pour autant, le politique ne se réduit pas
à cela. Et donc, un catholique qui, sous prétexte qu'un candidat ne serait pas satisfaisant sur telle ou telle question, refuserait de participer, je dirais, au débat politique. Je ne parle pas de la question du vote, encore que pour moi, c'est une conséquence. Mais un catholique qui ne voudrait pas participer au débat public sous prétexte que les questions spécifiquement concernées par la morale ne sont pas satisfaisantes chez un candidat, eh bien celui-là ne participerait pas ou refuserait de contribuer au bien commun. La politique est l'art du possible. Face à l'offre politique qui est la nôtre, quel est le moins mauvais des candidats? Que les choses soient bien claires. La politique n'est pas la morale. Il n'y a pas de demi-mesure en morale. En revanche, en politique, on peut considérer qu'il y a moindre mal. Et donc, par conséquent, effectivement, on peut considérer que tel ou tel candidat s'avère être moins mauvais qu'un autre pour, je dirais, pour un choix politique. Pour autant, vous avez raison, il y a un manque très clair concernant l'offre politique sur ces questions-là comment dire, et ça traduit ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les partis politiques ne se rendent pas compte à quel point il faut essayer d'être cohérent et avoir une vision globale, dénoncer je dirais l'immigration, mais ne rien proposer véritablement ou pas suffisamment pour empêcher le déficit démographique occidental, qui est évidemment une pompe aspirante de l'immigration, bah, évidemment, ce n'est pas être cohérent. Moi, je me souviens que Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, tout en ne prenant pas des positions catholiques vis-à-vis de l'avortement, considérait que l'avortement n'était pas légitime en raison des questions démographiques. Et je dirais que vis-à-vis d'un homme politique, on ne lui demande pas plus et on ne lui demande pas de savoir s'il se communie tous les dimanches à la messe ou non. Alors justement, maintenant, on entre, il me semble, dans le vif du sujet, parce que au fur et à mesure des discussions, on définit peu à peu, au final, ce qu'est la droite. Mm-hmm. Et vous rappelez justement ce que René Raymond, justement, a lui formulé, ce sont les fameuses 3 droites. Donc, il y a la droite contre-révolutionnaire, la droite bonapartiste et la droite orléaniste. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler ces 3, peut-être en quelques mots, quelles sont ces 3 droites? La droite contre-révolutionnaire, c'est celle qui effectivement eh bien, s'oppose à la révolution dans la mesure où la révolution, il faut bien le comprendre, ce n'est pas uniquement un transfert de souveraineté d'un organe politique, le roi, à un autre organe politique, les citoyens, c'est véritablement une révolution au sens philosophique du terme, c'est-à-dire une inversion des principes. Un contre-révolutionnaire, il n'est pas nécessairement hostile à l'exercice du pouvoir politique via un régime démocratique. Donc il faut bien comprendre que la contre-révolution, c'est le fait de s'opposer aux principes révolutionnaires, à l'inversion des principes philosophiques qui s'est établie avec la Révolution française. Bon, on fera peut-être une autre émission pour parler de ça parce qu'il nous faut peut-être quand même plusieurs minutes. Donc droite contre-révolutionnaire au début, puis ensuite c'est la droite ultra, c'est-à-dire lorsqu'il y a une restauration monarchique en 1814, il considère que Louis XVIII a fait, notamment dans la charte, dans la constitution de 1814, trop de concessions philosophiques, et donc ce sont des ultras, et les ultras sont par exemple très favorables au suffrage universel contre le suffrage censitaire. Ils ont prévenu, n'est-ce pas, les tenants du régime en leur disant mais vous allez vous faire déborder par la bourgeoisie libérale qui va vous renverser. Et c'est évidemment ce qui est arrivé, puisqu'effectivement, il y a les Trois Glorieuses, la monarchie de Juillet qui se met en place en 1830. Et donc cette droite ultra, elle devient la droite légitimiste, c'est-à-dire ceux qui défendent la branche aînée, la branche aînée des Bourbons, qui est représentée à l'époque avec Charles X, le duc d'Angoulême,
le Louis XIX et puis le fils du duc de Berry qui est orphelin et qui sera considéré par ses partisans comme étant Henri V, qui meurt en 1883 sans descendance et donc pour retrouver la branche aînée, il faut repasser par Louis XIV et redescendre par le duc d'Anjou qui était devenu roi d'Espagne. Bon, passons donc, cette droite contre-révolutionnaire devient la droite ultra, puis la droite légitimiste, et enfin, c'est la droite catholique sociale, celle qui s'appuie notamment, par exemple, sur les manifestes du comte de Chambord, la lettre aux ouvriers, ou évidemment sur un certain nombre de positions exposées notamment par le pape Léon XIII. Donc, je dirais que c'est la droite authentique, c'est ce qui a toujours été à droite sur le spectre politique. Mais à ces deux droites, c'est la droite. À cette droite-là s'ajoute, dans la classification de René Raymond, la droite bonapartiste, c'est-à-dire la droite qui est issue, évidemment, du courant qui a été mis en place par Bonaparte, qui est devenu Napoléon Ier, et cette psychologie, cette philosophie qui a été reprise par Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, puis Napoléon III, c'est-à-dire que c'est un courant qui essaye de faire la synthèse entre ce qui est véritablement à droite, donc la notion d'autorité, la notion d'ordre, la notion de tradition, et puis des éléments qui viennent de la gauche, plutôt l'idée de progrès, l'idée d'égalité. N'oublions pas que le coup d'État de Bonaparte en 1799, même fomenté avec l'accord de Barras, etc., avec évidemment la collusion de l'abbé Sieyès, avec la collusion de Talleyrand, qui va devenir ministre des Affaires étrangères, eh bien, ce coup d'État, il sauve la Révolution. Et donc, évidemment, il y a dès le début une ambiguïté sur le fait de dire est-ce que le bonapartisme est de droite, parce que le coup d'État de 1799 qui met un terme au directoire et qui met en place le consulat, eh bien, ce coup d'État, comme le dit Napoléon lui-même, eh bien, il met un terme à la Révolution, mais pour en fixer les principes. Parce que et ça, beaucoup de vos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, aux élections, dans le cadre du directoire, qui gagnait les élections? Eh bien, des candidats royalistes. Et ces candidats royalistes qui gagnent les élections, qu'en fait le directoire? Eh bien, disons-le rapidement, même de manière un peu familière, il les met en tôle. Donc, le coup d'État de 99 sauve la Révolution. Bon, il n'empêche que le bonapartisme est quand même nourri en partie d'idées de droite. Pas exclusivement, mais en partie d'idées de droite. Et puis, il y a un troisième courant que René Raymond classe à droite, c'est l'orléanisme, c'est-à-dire ceux qui arrivent au pouvoir eh bien, en 1830, c'est la droite libérale, mais à l'époque, évidemment, elle est classée au centre-gauche. François Guizot est classé, évidemment, politiquement au centre-gauche. Pourquoi est-ce que René Raymond classe l'orléanisme à droite? Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est l'une des trois familles politiques de droite? Eh bien parce qu'il écrit dans les années 1950. Et dans les années 1950 a eu lieu ce que Thibaudet a appelé le mouvement Sinistrogir, c'est-à-dire le fait que les nouvelles forces politiques étant apparues par la gauche du spectre politique, elles ont fait de la surenchère, elles se sont développées, elles ont développé un espace politique qui a repoussé sur le côté droit du spectre politique les forces politiques qui étaient nées antérieurement, qui étaient nées auparavant. Et donc, quand il écrit dans les années 50 Raymond, eh bien, il constate que, évidemment, avec le développement du socialisme, avec en plus au sein du mouvement socialiste, la scission avec le Parti communiste qui se crée en France en 1920, il y a un espace politique à gauche qui est occupé par les collectivistes socialistes ou collectivistes communistes, les radicaux, l'ancien parti radical de Clémenceau qui était très à gauche au début de la Troisième République, mais qui, repoussé par les autres forces politiques, s'est retrouvé sur le centre-gauche. Et donc, par conséquent, le libéralisme, dans le contexte de la guerre froide, dans le contexte de l'affrontement Est-Ouest, eh bien, le libéralisme se retrouve sur la droite du spectre politique. Voilà pourquoi René Raymond le dit, et d'une certaine manière, il n'a pas tort, parce qu'il faut prendre en considération les rapports de force. Pardon d'insister sur ce que je disais en début d'émission, on ne peut pas se contenter de faire une analyse doctrinale, il faut faire une analyse du monde réel, de la sociologie, des rapports de force politiques. Et donc, dans les années 50, le libéralisme n'est évidemment pas de droite, mais il est à droite. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a toute cette ambiguïté sur
où est le libéralisme philosophiquement parlant, parce que, vous le savez, récemment en France, Jacques Julliard, enfin récemment, il y a une dizaine d'années, Jacques Julliard a publié un ouvrage dans lequel il classe les différentes familles politiques de la gauche, dans lesquelles il y a la gauche autoritaire, il y a la gauche collectiviste, il y a la gauche libertarienne ou anarchiste, et puis il y a la gauche libérale. Et donc, évidemment, le libéralisme est philosophiquement de gauche, mais il s'est retrouvé à droite, notamment quand René Raymond a écrit son ouvrage. Et donc, je le dis tout de suite parce que j'y pense et je risque d'oublier de le dire tout à l'heure. Je n'ai jamais, dans mes articles ou dans cet ouvrage que vous avez la gentillesse de présenter aujourd'hui, je n'ai jamais parlé d'union des droites. J'ai toujours parlé de l'unité de la droite, c'est-à-dire de réunir dans une même organisation des gens qui, pour diverses raisons personnelles, psychologiques, géographiques, s'étaient retrouvés dans des organisations politiques différentes, mais qui, en fait, avaient les mêmes idées. En revanche, il est bien évident que, et de ce point de vue-là, Marine Le Pen, je le crois, a raison, il est impossible, je dis qu'elle a raison parce que c'est ce qu'elle dit pour s'opposer à la stratégie de Zemmour. Mais ça ne veut pas dire que pour autant sa propre stratégie est cohérente, hein, que les choses soient bien claires entre nous. Mais enfin, en tout cas, de ce point de vue-là, elle a raison. L'union des droites, ça ne veut rien dire puisque ce sont des gens qui sont philosophiquement incapables de se mettre d'accord sur une politique à mener. Regardez tout simplement ce qui s'est passé au début de la Troisième République, les tentatives de restauration monarchique entre les légitimistes et les orléanistes, entre la droite réactionnaire et la droite libérale, ils n'ont pas pu se mettre d'accord pour restaurer la monarchie au profit du comte de Chambord. Et résultat des courses, les orléanistes libéraux ont préféré faire alliance avec les républicains libéraux parce que c'était évidemment doctrinalement beaucoup plus cohérent. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place la Troisième République. Je comprends tout à fait et je suis en partie d'accord. Par contre, j'aimerais peut-être vous apporter peut-être deux petites remarques. Bien sûr. Comme ça nous permettrait aussi de revenir sur ce point que vous relevez qui est très intéressant. C'est-à-dire, en effet, on se dit de droite, mais il y a aussi l'adversaire qui nous définit comme de droite ou à droite. En Suisse, nous avons 3 partis qui sont pour moi clairement de gauche, mais qui sont présentés dans les médias à droite. Donc, on a un parti qui s'appelle le Centre, qui porte bien son nom, mais qui historiquement était le parti catholique conservateur, puis le parti populaire conservateur, pour ensuite devenir le Parti démocrate chrétien, le PDC, puis le Centre. Donc ça, c'est évidemment un immense reniement, puisque au final, le Centre était historiquement, en France, Civitas. Ensuite, il y a le PLR, le Parti libéral radical, on pourrait dire qui est en effet la droite orléaniste. Et bon, tout ça pour dire que dans les médias, on présente ces partis comme de droite, notamment le PLR, sous prétexte qu'ils sont pour la libre entreprise. Tout comme Macron. Alors, par rapport justement à ce que vous venez de dire, par rapport au mouvement d'Extrogir, par rapport à ces 3 droites, comment analyser tout cela? Parce que il me semble quand même très important, pour moi en tout cas, de fixer la vraie droite, la droite originelle, par rapport à cette droite contre-révolutionnaire, qui s'oppose vraiment sur, en effet, une doctrine. Alors, je comprends la volonté de s'adapter à la situation politique. Car évidemment, je pense qu'il faut être un petit peu stratège pour avoir des voix et puis évidemment peut-être gagner en importance. Mais comment peut-être trouver un équilibre, je dirais, entre la doctrine et puis peut-être le point de vue électoral? Alors, je ne sais pas si je suis en capacité de vous donner une solution clé en main au dernier aspect de votre question. En revanche, si je remonte un tout petit peu dans votre propos, vous avez mis en exergue la question du libéralisme et la question de savoir est-ce que le fait d'être pour la liberté d'entreprise et pour la baisse de la fiscalité, est-ce que ça suffit pour être libéral d'une part et est-ce que ça suffit pour être de droite? Bon.
Alors, c'est un point excessivement important. Excessivement important. Premièrement, il n'y a pas que le libéralisme qui défend la propriété privée, qui s'oppose à la fiscalité spoliatrice et qui défend la libre entreprise. La doctrine sociale de l'Église, le catholicisme social sont parfaitement favorables à ces principes, pas pour les mêmes raisons, mais donc il n'y a pas de monopole du libéralisme sur ces idées-là. C'est quand même extrêmement important à avoir en tête parce que je crois que certaines personnes se croisent obligées d'être ou de se déclarer libérales parce qu'elles sont évidemment hostiles au collectivisme. Et il est bien évident que le collectivisme, en particulier soviétique, a démontré toute son inanité et a perdu toute crédibilité. Donc par conséquent, c'est très important de le dire, il y a la possibilité de défendre le principe, je dirais, de l'initiative, le fait de défendre un ordre naturel des choses et une propriété privée qui ne soit pas spoliée par la fiscalité, sans pour autant être philosophiquement libéral. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le libéralisme, c'est une philosophie politique qui intègre ce que nous venons de dire. C'est vrai, c'est parfaitement exact. Mais qui va bien au-delà de cela. Le libéralisme, c'est une philosophie politique qui trouve ses soubassements notamment chez un très grand auteur britannique du XVIIe siècle qui s'appelle John Locke et qui défend l'idée d'un contrat social, qui défend l'idée que la société n'est pas un ordre n'est pas un ordre naturel, mais que la société est une construction. Et de la même manière que la société est une construction, eh bien tous les corps sociaux le sont aussi. Et ce qui fait la valeur, c'est la rencontre de volonté. Autrement dit, je sais que je vais très vite et que certains pourront me dire que je télescope un peu les choses, mais je ne crois pas dénaturer, je crois être, enfin j'espère vraiment profondément être loyal avec les doctrines politiques que j'essaye d'analyser, y compris quand, au final, je ne les partage pas. Bon, et en l'occurrence, c'est vrai, je ne partage pas la philosophie politique libérale. Au final, le libéralisme, et je ne crois pas déformer les choses en disant cela, repose sur l'idée qu'il n'y a pas de valeur hors du consentement, hors de la rencontre de volonté. Et donc, de ce point de vue-là, il est très clair que le libéralisme, non pas simplement dans sa lutte contre le fiscalisme, mais le libéralisme dans sa globalité, ne peut pas être une pensée classique et donc évidemment n'est pas de droite. Le libéralisme peut se retrouver dans certaines circonstances politiques à droite, mais il n'est pas véritablement de droite. Alors, que se passe-t-il? C'est mon sentiment. Il me semble que, la pression politique vient désormais par la droite du spectre politique. Les forces politiques qui progressent sur les 40 dernières années, ce sont les forces politiques de droite radicale et pas les autres. Le Parti communiste s'est effondré. Et ce n'est pas parce que Mélenchon fait de temps en temps un bon score que pour autant il y a une force politique à gauche en progression. C'est-à-dire aujourd'hui Mélenchon et les autres organisations de gauche radicale font en totalité 25%, ce qui est évidemment important, mais font en totalité ce que le Parti communiste faisait à lui tout seul dans les années 70 en France. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut quand même regarder les choses sur au moins le moyen terme. Et puis, il faut quand même bien dire les choses, c'est que le mélenchonisme n'est pas un collectivisme au sens où un certain nombre de forces politiques dans les années 70 et 80 continuent encore à le développer. J'aurais presque envie de vous dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une force politique dangereuse, mais que l'extrême gauche d'aujourd'hui est moins à gauche que ne l'était l'extrême gauche il y a 40 ans. Donc, la pression politique, me semble-t-il, à partir des années 90, vient désormais par la droite. Ça s'explique par deux choses qui me sont importantes. Un, l'effondrement du régime soviétique, l'effondrement du mur de Berlin. Le 9 novembre 89 est une date essentielle dans l'histoire contemporaine. L'effondrement de l'Union soviétique, la décrédibilisation du collectivisme. Ça ne veut pas dire que les forces de gauche n'existent pas encore, mais elles n'existent plus sur le discours collectiviste. Parce que des gauches, il y en a plusieurs, comme Julliard l'a dit, on l'a dit tout à l'heure. La gauche autoritaire, la gauche collectiviste,
celle-là, elle est quasiment inexistante, mais la gauche autoritaire, robespierriste, pro-Clémenceau, elle existe encore. À LFI, on a des représentants de cette gauche-là, entre guillemets, terroriste. Hein. Quand je dis terroriste, c'est-à-dire en faveur de la terreur. Je ne les accuse pas aujourd'hui de poser des bombes, mais ils trouvent parfaitement défendable l'idée de la terreur. Bien. Et la politique menée par Robespierre. Donc, premier élément, l'effondrement de la gauche collectiviste, qui crée comment dire, un moment où désormais la pression politique ne vient pas parce qu'il y a de plus à gauche. La gauche existe encore, mais ce n'est plus ce qui est le plus à gauche qui fait pression sur le spectre politique. Et deuxièmement, les circonstances, le monde réel qui font que les questions qui se posent aux électeurs, les questions qui se posent aux hommes politiques, les questions qui se posent aux intellectuels sont désormais des questions qui remettent en avant des alternatives philosophiques qui sont celles du monde classique, de la pensée classique. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Est-ce que l'Europe, c'est simplement un ensemble géopolitique déterminé par le rideau de fer et que l'on doit essayer de faire que cet ensemble soit prospère pour éviter qu'il ne tombe dans le pacte de Varsovie? Ou est-ce qu'on a une définition ontologique et civilisationnelle de l'Europe? Qu'est-ce que c'est que le mariage? Est-ce que c'est simplement la rencontre de volonté de deux personnes, quelles qu'elles soient? Ou est-ce que c'est le fait de se couler dans une institution sociale qui nous préexiste? Qu'est-ce que c'est que la nation? Est-ce que c'est simplement la volonté de vivre ensemble, le référendum permanent, ou est-ce que c'est comment dire, le fait d'adhérer, de vivre concrètement selon une certaine culture? Ben, toutes ces questions-là, l'Europe, le mariage, la famille, la civilisation, la nation, l'identité, toutes ces questions-là remettent sur le devant de la scène des questions qui étaient considérées auparavant comme étant has-been, comme étant nulles et non avenues. Jusque dans les années 90 et même encore plus tard, la question de l'immigration n'était pas une question. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est bien traitée, la question de l'immigration. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la question de l'immigration et de l'identité, c'est une question légitime. Vous ne passez plus pour un uluberlu parce que vous dites que l'immigration, c'est une question qu'il faut traiter. Jusque dans les années 80, vous ne pouviez pas poser la question sans passer pour un abruti. Et donc, par conséquent, le mouvement d'Extrogir, c'est ça. Alors, c'est le résultat de ces deux éléments-là. Et donc, la pression, ne venant plus par la gauche, elle vient désormais par la droite. La conséquence, et j'aurais fini par répondre à votre question, vous allez dire que je suis parti très loin, mais j'avais toujours en tête ce que vous avez évoqué, enfin, en tout cas, je l'espère, cher monsieur, c'est que le libéralisme qui avait glissé sur la droite du spectre politique en raison de l'affrontement Est-Ouest, en raison du fait que le clivage droite-gauche se faisait sur les questions économiques, eh bien désormais le libéralisme est en train de glisser, mais dans le sens inverse de la droite vers la gauche, et ce libéralisme est en train de réintégrer je dirais, ou de se réunifier plutôt. Je reprends ici l'analyse proposée par quelqu'un avec qui de qui je suis très éloigné philosophiquement parlant, mais qui est quelqu'un d'extrêmement brillant et d'extrêmement intéressant, qui est Jean-Claude Michéa. Le libéralisme qui s'était scindé, qui s'était séparé entre libéralisme économique ayant glissé vers la droite et libéralisme culturel. Le libéralisme culturel, c'est le wokisme, hein, c'est la cancel culture, c'est tout ça. Eh bien, ce libéralisme est en train de se réunifier et cette ancienne droite, si j'ose dire circonstancielle, eh bien, est en train de devenir le cœur, de redevenir le cœur, la matrice de ce qui est véritablement la gauche. Donc, je dois vous avouer que je ne connais pas bien le système partisan suisse et je suis prêt à vous croire sur parole sur le fait que des partis qui sont présentés comme étant de droite sont en fait philosophiquement de gauche. Mais rassurez-vous, si la Suisse connaît le mouvement d'Extrogir, eh bien, ces partis libéraux qui sont présentés comme étant à droite, eh bien, ils vont redevenir ce qu'est véritablement la gauche ou du moins une des gauches. Voilà. J'ai été un peu long, mais je crois que c'est enfin, il me tient à cœur d'essayer d'expliquer ce phénomène. Non, non, bon, tout d'abord, vous prenez le temps qu'il faut pour répondre à vos questions, et vraiment aucun souci, aucune limite de temps. Par contre, moi, j'invite aussi les personnes qui nous regardent à commenter et peut-être à mettre peut-être leurs réserves, peut-être leurs points d'accord ou de désaccord. Mais moi, malheureusement,
au fur et à mesure de mes lectures et des gens avec qui je discute, je commence peut-être à tort à avoir une pensée un petit peu anti-système. Il me semble que c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'immigration, l'identité, est un sujet extrêmement important. Mais j'ai l'impression que, puisqu'il devient important de nos jours, au niveau des médias, je pense qu'en France, on entend parler de la question identitaire, des problèmes de faits divers, tous les jours. Et j'ai l'impression que c'est peut-être la preuve que le train est déjà passé et qu'il y a justement peut-être ce temps de retard où peut-être le sujet est ailleurs et le système a déjà gagné peut-être sur cette question essentielle et on a peut-être déjà passé le point de bascule. Alors, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que plutôt non, en fait, au final, il n'y a pas de train de retard et le sujet, il est là et il faut justement le traiter et c'est à notre avantage d'une certaine manière. Moi, j'ai tendance à penser cela, c'est-à-dire ce que vous venez de dire à l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets. C'est-à-dire que est-ce que, je peux faire l'immense provocation? Je le répète, hein, je ne parle qu'en mon nom propre et pas du tout au nom des institutions dans lesquelles je travaille ou les revues dans lesquelles j'écris. C'est vraiment mes propres propos. Mais j'appelle de mes voeux l'arrivée au pouvoir des forces politiques. Alors après, avec qui hein, ça ne me regarde pas. Hein, les partis font leur propre tambouille. Mais j'appelle de mes voeux l'arrivée au pouvoir des forces politiques de droite, de telle manière que je puisse jouer le rôle d'aiguillon et une fois qu'elles seront au pouvoir, leur mettre sous les yeux un certain nombre de questions que ces forces politiques ou que ces personnalités politiques ne traitent pas et qui mériteraient effectivement d'être abordées. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je crois qu'il faut essayer toujours, enfin, il faut essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Et même si il nous arrive à tous, évidemment, d'avoir des jours d'abattement. Si déjà, eh bien, certaines forces politiques peuvent en partie, ne serait-ce qu'en partie, résoudre le problème du délitement du corps social par, je dirais, le multiculturalisme, eh bien, c'est déjà ça de prix. Voilà. Que ensuite, effectivement, il soit totalement insuffisant et qu'on puisse s'imaginer qu'on va comment dire, établir une société juste en maintenant un certain nombre, je dirais, de choses ou en restaurant un certain nombre de choses qui sont, par exemple, injustes ou comment dire, ou insatisfaisantes, mais simplement parce qu'on aura réglé le problème de l'immigration, eh bien évidemment, c'est une vue de l'esprit. Mais voilà, je pense qu'évidemment, il faudrait que les partis politiques qui sont peut-être les plus sympathiques et qui ont en tête la question de l'immigration et de l'identité aient aussi en tête tout un tas d'autres questions. Par exemple, celui de l'organisation des collectivités et des corps sociaux. Mettre en œuvre le principe de subsidiarité qui permet d'avoir la liberté au local tout en n'empêchant pas le fait qu'il y ait une autorité au niveau de l'État, sachant qu'il est vraisemblable que c'est beaucoup plus avec un régime de type monarchique que l'on pourrait avoir véritablement cette autorité dans l'État, cette continuité dans l'État et cette liberté au niveau local sans que cela ne provoque de distorsion. Mais chaque chose en son temps. Et donc, par conséquent, oui, moi, je vois plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et si je tentais que eh bien, les questions soient traitées les unes après les autres, eh bien, il sera de notre responsabilité de constituer une opposition constructive ou une critique constructive aux forces politiques nationales qui ne régleront pas tout, mais régleront un certain nombre de questions. Alors peut-être pour clore ce chapitre, je vous cite. Le dextrisme, pardonnez-moi, consiste dans un double mouvement. D'une part, du point de vue électoral, l'opinion publique se droitise et, d'autre part, du point de vue idéologique. La marche des idées s'est inversée, c'est-à-dire que la pression des idées ne vient plus par la gauche, comme ce fut le cas pendant 2 siècles depuis la Révolution, mais par la droite. Les idées de droite, comme l'enracinement identitaire ou la défense de la famille traditionnelle, qui jusqu'à présent avaient été comprimées par le sinistrisme, se redéploient.
regagne du terrain et repousse vers la gauche les idées qui occupaient son espace politique. Bien entendu, l'influence intellectuelle et médiatique de la gauche n'a pas disparu, comme en témoignent les récentes offensives de l'idéologie du gender. Oui. Alors maintenant pour Écoutez, j'ai publié ça en 2016. Je ne retire rien de cette phrase-là, en tout cas. Possible que sur d'autres formulations, je préciserai les choses, mais en tout cas, sur ça, je ne retire rien. Alors peut-être un autre point qui me semble être vraiment de gauche, mais que vous prenez à votre avantage. Et là, c'est aussi un autre point de désaccord que je pourrais avoir avec vous. Alors, je vous cite. C'est dans ce contexte que la laïcité, élaborée à l'origine comme une arme contre l'identité traditionnelle de la France et l'enracinement social du catholicisme, a pu être repensée et retournée comme un argument contre le multiculturalisme. Alors, deux exemples qui me semblent vraiment être dans l'actualité, c'est évidemment le sujet de l'abaya en France et le sujet en Suisse qui était sur le burkini. C'était, sauf erreur de ma part, une loi qui allait être votée ou qui a été autorisée, le burkini qui était autorisé dans le canton de Genève. Et en effet, de nouveau, les fameux PLR qui étaient interviewés à la télévision disaient « Au nom de la laïcité, je m'oppose au burkini ». Comme il y a aussi en France de nos jours, au nom de la laïcité, je suis contre l'abaya. La République est laïque. Mais peut-on vraiment combattre cela en utilisant... Voilà, la laïcité est maçonnique et donc anticatholique, mais peut-on utiliser cet outil pour justement contrer le multiculturalisme? Mais c'est insuffisant. La laïcité est insuffisante, évidemment. C'est-à-dire que face à une doctrine, face à quelque chose qui, je dirais, a un contenu et progresse, il est bien évident que la laïcité est impuissante au final. Pour autant, il s'avère que, que la laïcité est aujourd'hui utilisée pour empêcher l'expansion, disons les choses, de l'islamisme. Bon, écoutez, je vais quand même pas m'en plaindre. Je trouve ça alors, pour ce qui est de l'abaya ou du burkini, je trouve ça parfaitement ridicule. C'est-à-dire que faire la police du vêtement me paraît, comment dire, même très discutable, du moment que justement les tenues ne sont pas indécentes dans l'espace public. Vouloir réglementer la manière dont les personnes s'habillent, c'est limite totalitaire. On sait très bien qu'on a voulu empêcher pendant très longtemps les prêtres de porter la soutane pour éviter qu'ils ne soient visibles. Donc, je ne suis pour ma part pas favorable à ce genre d'interdiction que je trouve attentatoire à la liberté et je pense que le fond de la question, c'est moins les vêtements qui sont portés par ces personnes que la présence de ces personnes sur le territoire qui doit être discutée et peut-être même remise en cause. Voilà. Mais pour autant, encore une fois, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Je ne me satisfais pas du laïcisme dans la mesure où il est bien évident que, et en particulier la loi de 1905, qui a succédé à la loi de 1901, qui a elle-même succédé à, à la confiscation des biens du clergé par les mesures d'octobre et novembre 1789, la constitution des biens dits nationaux. Bon, je ne me satisfais évidemment pas de ces mesures, mais je constate que ce qui était contre l'identité traditionnelle de la France, aujourd'hui peut être un frein à ce que cette identité traditionnelle soit encore plus déracinée. Bon, je ne vais pas complètement m'en plaindre. Je ne me satisfais pas des mesures qui sont prises. Je ne les soutiens pas parce que je trouve ça ridicule. Enfin, je ne participe pas, je dirais, à l'hallali contre la baya. Hein, parce que je trouve ça parfaitement ridicule et que ça ne traite pas dans le fond le problème. Mais si ça permet de limiter
un temps eh bien, un phénomène social qui peut être au final dangereux, collectivement parlant, bien que je n'ai absolument rien contre ces jeunes femmes qui portent ces robes, dont je dois vous dire que je ne vois même pas de quoi il s'agit précisément. Mais bon, mais enfin, en tout cas, si ça peut collectivement limiter un phénomène d'érosion dans la société, bon, bah, écoutez, pourquoi pas? Alors, il est bien certain que, par exemple, nous parlions tout à l'heure du Rassemblement national, celui-ci eh bien, ne défend pas l'identité française au nom de la tradition, et notamment de la tradition chrétienne, mais le fait au nom de la laïcité. C'est philosophiquement insatisfaisant, mais j'aurais envie de vous dire, c'est effectivement un moindre mal. Libre évidemment à des penseurs, à des auteurs, à des militants au sein du Rassemblement national à mettre en valeur le fait que, dans le fond, la laïcité n'est pas satisfaisante. Voilà. Je Oui, sais que c'est... ma réponse est du même type que celle de tout à l'heure, mais pour le coup, c'est une forme de pragmatisme. Disons les choses, hein. Oui. Je sors ici un peu non pas de mon rôle d'analyste, mais je dirais que je vous donne mon opinion que j'appuie par ailleurs sur des analyses dont j'espère qu'elles soient véritablement scientifiques. En règle générale, moi je ne suis pas, comment dire, je ne prends pas de position personnelle sur tel ou tel sujet directement politico-électoral. Mais il faut essayer de proposer une analyse. Vous voyez, de la même manière, en lien avec ça, bon, je ne crois pas, vous ne devez sans doute pas l'avoir, mais j'ai écrit un papier sur la question du droit au blasphème. Je considère pour ma part que c'est une aberration. Hein, et que c'est une hypocrisie absolue. Sous prétexte d'atteindre Dieu, que les auteurs du blasphème voudraient exprimer, en fait, ce qu'ils visent, c'est le fait de heurter, c'est le fait de faire du mal à ceux qui croient en Dieu. Donc, je ne suis absolument pas, disons les choses très clairement, je ne suis absolument pas favorable à l'islamisme, c'est le moins que l'on puisse dire, mais pour autant, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est intelligent d'heurter les musulmans avec des dessins ou des textes qui seraient, comment dire, infâmes ou infamants ou agressifs. Je trouve ça, mais je ne défends en aucune manière le droit au blasphème sous prétexte que ce serait un instrument favorable à une lutte contre l'islamisme. Donc, de la même manière, je vous dirais que pour moi, la laïcité s'avère être utile au fait de restreindre l'expansion possible de l'islamisme, mais il est bien évident que je n'opposerai pas la laïcité comme l'alpha et l'oméga à cette doctrine politico-religieuse. J'espère avoir été clair. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je revenais juste sur cela parce qu'il me semble que c'est un sujet voilà, d'actualité, mais au-delà de ça, ça reste un sujet extrêmement important, la laïcité depuis 1905, et voilà, en Suisse, c'est aussi quelque chose de très présent. Mais en effet, pour moi, il y a un piège, c'est-à-dire que voilà, les Français ont soit le choix entre la laïcité ou la baya, et c'est en effet l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on remet en question les habits, mais pas du tout peut-être les gens qui les portent, au point de vue de l'importance qu'ils pourraient avoir au niveau de la France. Donc là, je parle évidemment de l'immigration. Bien sûr. Et Alors, vous savez, on a eu un autre débat, pardon, vous couperez au montage si vous trouvez que c'est trop long, hein, c'est pas un souci, mais on avait eu une jeune femme qui, sur les réseaux sociaux, avait eu des propos, comment dire, grossiers vis-à-vis, je dirais, de la foi musulmane. Et on était obligé soit de prendre position pour je dirais, ceux qui dénonçaient ce blasphème, soit pour le droit au blasphème. Eh ben, je suis désolé, moi je suis ni Mila, elle s'appelait Mila, je viens de m'en souvenir, ni Mila ni Sharia. Voilà, je ne me sens pas obligé, de défendre ceux qui ont des propos grossiers. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, je pense que ceux qui voudraient imposer
en Europe, eh bien, comment dire, une civilisation et une culture qui n'est pas la nôtre, eh bien, ceux-là ne sont pas les bienvenus. Voilà. Autre chose, il me semble que, pour passer sur un autre sujet que vous, il me semble, analyser bien, c'est justement cette volonté d'aller vers un ordre mondialisé, c'est-à-dire le sans-frontiérisme, le fait que les nations sont trop petites pour gérer des problèmes, qu'il faut s'unir au niveau de l'Europe et même au niveau mondial. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi développer ce point que vous analysez dans votre essai? Alors, autant il y a d'autres points sur lesquels j'essaye d'être novateur, je crois être un peu novateur, autant là, effectivement, je converge parfaitement avec un certain nombre d'autres auteurs sur le fait que, bah, évidemment, il y a un ressort intellectuel qu'on peut mettre en exergue, c'est pas le seul mécanisme, mais il y a un ressort intellectuel qui est à la base de cette idée, c'est que finalement, il ne devrait y avoir de contrat social légitime que unissant l'ensemble de l'humanité. Voilà. Puisque tous les hommes ont la même nature, ils sont donc supposés avoir les mêmes droits civils, mais ils ne participent pas tous, forcément, en tout cas jusqu'à présent, au même corps politique. Hein, d'où, par exemple, le fait qu'il y ait la déclaration des droits de l'homme, les droits civils, et du citoyen, les droits politiques. Eh bien, évidemment, inéluctablement devait arriver un jour l'idée que, eh bien, l'identité de nature des hommes, le fait qu'ils appartiennent tous à la même espèce humaine, devrait conduire à ce qu'il n'y ait qu'un seul corps politique légitime, celui qui unit l'ensemble de l'humanité. Et c'est ce qui fait que, évidemment, eh bien, cette idée eh bien, a été transposée notamment dans le phénomène de la construction européenne. Il faut bien dire les choses. Aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas une institution au service, contrairement à ce qui a pu être dit, parce que ça faisait partie un peu de l'idée qui avait été vendue au départ, n'est pas au service eh bien, de la culture européenne, puisque évidemment, n'importe quel État, dans la mesure où il eh bien, adhère à des principes juridiques, eh bien, pourrait faire partie de cet État. On se souvient, par exemple, que certains avaient envisagé, fut un temps, de faire rentrer dans l'Union européenne, eh bien, j'allais dire l'Empire ottoman, la Turquie, qui a quand même occupé pendant 4 siècles les Balkans et réduit, je dirais, dans une situation extrêmement grave et en quasi-esclavage, les chrétiens des Balkans. Bon, moi, j'ai de nombreux amis grecs. Je peux vous dire que l'idée que la Turquie puisse entrer dans l'Union européenne était évidemment un cauchemar, pour eux. Donc, voilà, il est certain que l'élargissement de l'Union européenne n'est pas fondé sur un critère ontologique, sur un critère culturel, mais sur un simple critère juridique. Et donc, ça voudrait dire que, dans le fond, l'Union européenne n'est qu'une étape dans la construction d'un espace politique de plus en plus vaste et pourquoi pas effectivement mondial. Et alors c'est là où on retrouve ce que vous avez évoqué, la question des nations, c'est que dans ce processus-là, les États-nations apparaissent comme des obstacles. Pensons à la France pour le traité établissant une constitution pour l'Europe, donc traité de 2004 et donc référendum en France en 2005 qui le rejette, ou l'Irlande pour le traité de Lisbonne de 2007 rejet par l'Irlande en 2008, les États-nations étant des obstacles à un processus d'intégration accélérée, eh bien, il est envisageable, il est possible que certains veuillent que les unités fédérées d'un éventuel État fédéral européen, eh bien, ce ne soient plus les États-nations, mais ce soient de grandes régions. C'est pour ça que je mets, et parfois même des grandes régions transfrontalières, c'est pour ça que je mets, comment dire,
j'essaie de mettre la puce à l'oreille auprès d'un certain nombre de personnes qui ont de la sympathie, et ça se comprend parfaitement, pour eh bien, des identités provinciales. Hein, et c'est très bien, évidemment, et ce sont des identités, des langues, des cultures, des enracinements parfaitement légitimes, mais il ne faudrait pas que ceci soit instrumentalisé au bénéfice du cosmopolitisme contre, évidemment, contre les nations. Peut-être un dernier point qui permettra de conclure notre discussion. C'est un sous-chapitre que je trouve très intéressant sur justement libéralisme et socialisme. Donc, faux duellistes et vrais frères siamois. Oui. En quoi est-ce qu'ils sont de vrais frères siamois? Alors, nous mettons le doigt. Merci de me permettre de mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'a généralement jamais le temps, évidemment, de traiter dans les médias. C'est le soubassement philosophique des doctrines politiques. On ne discute jamais que des mesures, mais on ne discute pas de l'origine. Or, l'alternative philosophique fondamentale entre les classiques, donc, si j'ose dire, si vous me le permettez, je sais que vous l'avez très bien compris, ce qui est véritablement de droite, et les modernes, c'est-à-dire les autres. Eh bien, l'alternative philosophique, c'est est-ce qu'il existe un ordre cosmologique des choses? Est-ce qu'il existe, si vous préférez, un ordre naturel des choses? S'il existe un ordre naturel, il y a une sociabilité naturelle, c'est la formule d'Aristote, l'homme est un animal sociable, et donc le pouvoir politique a pour fonction de restaurer cet ordre des choses lorsqu'il a été rompu par l'action des hommes, c'est donc un pouvoir judiciaire, etc. Je ne développe pas. L'hypothèse inverse, c'est celle de la modernité. Il n'existe pas d'ordre des choses, ou si on veut être parfaitement honnête avec ces auteurs qui écrivent à partir du XVIIe siècle, pour l'essentiel quand ils sont contractualistes, bon, c'est il n'existe pas d'ordre des choses, ou du moins, s'il existe un ordre des choses, s'il existe une loi naturelle, par exemple, nous n'arriverons jamais à nous mettre d'accord sur ce qu'est cet ordre des choses, sur ce qu'est cette loi naturelle. Donc au final, c'est comme s'il n'y en avait pas. Puisqu'il n'y a pas d'ordre naturel, il faut construire la société. La société est le résultat d'une rencontre de volonté. Bien. Eh bien, cette rencontre de volonté, ce contrat social, on peut l'envisager de deux manières différentes. Une manière libérale, une manière, on va dire, c'est simplificateur, mais socialiste. Une manière libérale, nous allons abandonner une partie de nos droits dits naturels pour constituer la puissance publique, un État qui va être limité dans sa puissance, mais qui va exister, et qui va être chargé de surveiller la manière dont nous allons exercer les droits que nous n'aurons pas abandonnés. J'abandonne mon droit de me faire justice moi-même pour conserver mon droit naturel de propriété. Bon. À l'inverse, les socialistes vont vous dire, j'abandonne tous mes droits à l'État, que je constitue grâce à cet abandon, et en échange, l'État me redistribuera de manière parcimonieuse et égalitaire, nous redistribuera des droits civils et politiques. Il y a différentes manières d'envisager ce contrat social, chez Hobbes, chez Rousseau, etc. Ne rentrons pas dans les détails, mais en tout cas, l'hypothèse est la même. L'hypothèse, c'est de dire que parce que l'état de nature est dangereux, tout de suite, ou il risque de le devenir, la conservation de l'homme nécessite que l'on passe de l'état de nature à l'état de société. Et ce passage à l'état de société va se faire par un même mécanisme politique et social qui est l'abandon des droits pour constituer la puissance publique. Vous noterez quand même au passage que c'est exactement le mécanisme intellectuel que l'on nous a vendu lors des confinements de ces derniers mois, de ces dernières années. Abandonnez vos libertés pour avoir la sécurité. C'est exactement le mécanisme intellectuel qui a été mis en œuvre et qui a été utilisé et qui, il faut bien le dire, est relativement passé aisément. C'est ainsi. En tout cas, que vous abandonniez tous vos droits ou que vous abandonniez qu'une partie, le mécanisme intellectuel qui est à l'origine, n'est-ce pas, des sociétés libérales ou socialistes, c'est le même. Et donc,
je ne nie en aucune manière qu'il y ait une opposition entre les sociétés libérales et les sociétés socialistes, mais cette opposition, elle existe au sein de la modernité. Il existe une opposition bien plus profonde, c'est l'opposition entre la société classique et la société moderne. Voilà, j'ai essayé de vous répondre le plus rapidement possible, mais c'est vrai qu'évidemment, c'est une question de fond et extrêmement importante. Et je pense que les téléspectateurs qui s'intéressent à l'histoire des idées politiques feront bien lorsqu'ils approfondiront cette question. Oui, tout à fait. Bon, j'aimerais volontiers évoquer encore un dernier point qui me semble essentiel, donc peut-être ce mouvement d'extrogir, hein, ce clivage gauche-droite. C'est aussi peut-être le rapport à la mort, il me semble, parce qu'il y a des points très importants que vous évoquez et qu'on a évoqués aussi au début, c'est-à-dire l'avortement, l'euthanasie, aussi la mort programmée au niveau de la famille, hein. Vous avez un sous-chapitre à la page 348, je crois, sur justement le fait que on veut la mort des familles. Et il me semble que la droite doit être du côté de la vie, de la vitalité. Alors, dernier point aussi peut-être qu'on pourrait évoquer, c'est justement ces trois thèmes qui semblent essentiels. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi Alors, je le fais avec sur... plaisir. Je le fais avec plaisir et je vous remercie vraiment de me donner l'occasion de parler d'histoire des idées politiques, de philosophie politique, parce que mon livre s'est relativement bien vendu, continue d'ailleurs à se vendre un petit peu, mais il est certain que beaucoup de commentateurs et beaucoup, je dirais, de personnes qui se sont penchées dessus, se sont focalisés sur les questions électorales. Or, j'ai eu l'occasion de le dire et vous me permettez de le mettre en exergue ici, l'enjeu, il est au-delà, je dirais, de l'analyse du spectre politique et des forces politiques, d'envisager les enjeux intellectuels qui sont derrière cela. Alors oui, évidemment, il y a les questions de bioéthique, les questions dites sociétales, et pour ma part, je ne sais plus si je l'ai fait dans l'ouvrage ou pas, mais ces questions bioéthiques et sociétales, en fait, ce sont fondamentalement des questions morales. Hein. Ce sont des questions morales. Et là, eh bien, évidemment, il y a plusieurs manières d'envisager et d'aborder la chose, mais l'une des manières d'envisager la chose, continue ce que nous venons d'évoquer à propos du contractualisme social. Il y a ceux qui considèrent que, de la même manière qu'il existe un ordre des choses, l'homme est doté d'une nature, l'homme est doté d'une ontologie. Et puis, on peut même penser que si l'on est croyant, que l'homme est peut-être même fait à l'image de l'hypostase divine, etc. Bon, ça, c'est une question qui s'ajoute à cela, mais en tout cas, même indépendamment, si j'ose dire, de la question de la croyance religieuse, la conception classique, qu'elle soit chez Aristote païen au IVe siècle avant Jésus-Christ ou chez saint Thomas d'Aquin chrétien au XIIIe siècle après Jésus-Christ, il est clair qu'il existe un ordre des choses et l'homme est doté d'une nature. Il existe une ontologie. Autrement dit, ce que l'on doit chercher, c'est comprendre quelles sont les lois qui régissent cet ordre des choses, que ce soit des lois physiques, des lois biologiques, des lois chimiques, des lois sociales. Ce que l'on doit, dans cette société classique ou dans cette vision classique, c'est de faire que l'être puisse tendre vers ce qu'on appelle, alors c'est un peu philosophique, pardonnez-moi, mais ce qu'on appelle le devoir-être. Hein, et que le Sein, hein, si je veux utiliser des termes allemands, bien le Sein tende vers le Sollen. Bon. Parce qu'il existe un ordre des choses. La modernité, elle, considère qu'il n'existe pas cet ordre des choses, que la société est construite. Eh bien, elle en est arrivée aujourd'hui, alors que jusqu'à présent, elle considérait que dans le fond, certes, la société était construite, mais l'homme était quand même doté d'une nature, d'une biologie. Elle en est arrivée aujourd'hui, cette modernité, ce progressisme, et c'est en cela que nous revenons véritablement à nos débats politiques, y compris électoraux. Le progressisme
la modernité philosophique en arrive aujourd'hui à dire que non seulement l'ordre social est construit, l'ordre social est artificiel, mais l'homme lui-même n'est qu'un artifice. Il se construit lui-même. Il n'a pas une nature qu'il détermine, qui lui est donnée. C'est par sa volonté, par les choix qu'il fait, qu'il se détermine lui-même. Donc, ça veut dire toute la théorie du genre. Donc, ça veut dire évidemment que, évidemment, l'homme peut, on ne considérera comme homme que celui qui est en capacité d'exercer sa volonté. Autrement dit, un malade comateux, ou même s'il n'est pas comateux, mais gravement et lourdement handicapé, Vincent Lambert, par exemple, ou un enfant à naître qui donc ne respire pas seul et qui est donc évidemment dépendant de sa mère qui le porte, eh bien, ces êtres-là ne sont pas en capacité d'exercer leur volonté, ne sont pas en capacité d'exercer leur liberté, et donc, dans le fond, ils ne sont pas véritablement humains. Et donc, ça signifie qu'évidemment, on peut aller jusqu'à les éliminer. Donc là, vous voyez, il y a une cohérence philosophique qu'il faut essayer de comprendre et de mettre en exergue. Je ne dis pas que c'est la seule manière d'envisager le progressisme d'aujourd'hui, mais le progressisme en matière de bioéthique et de mœurs, comme le wokisme en matière culturelle, c'est la même chose, c'est l'artificialisme, c'est le constructivisme, c'est le fait qu'il n'y a de valeur que par la rencontre de volonté, c'est le fait que l'homme se construit lui-même, qu'il construit la société et que le corps social n'est que le résultat d'une rencontre de volonté. Tous ces éléments-là sont convergents, sont cohérents, et donc c'est ça la modernité politique, la post-modernité politique à laquelle nous sommes arrivés, et ce à quoi, je pense, la pensée classique est parfaitement capable de s'opposer, d'autant plus que elle, justement, avait anticipé ces différentes manières de voir les choses. Autrement dit, elle est à plein dans le débat politique, et je crois que nos hommes politiques feraient bien d'essayer, non pas évidemment d'invoquer Aristote dans un discours électoral, mais peut-être ferait bien d'essayer d'avoir une pensée qui soit cohérente, de telle manière qu'ensuite leur discours politique soit plus fin, plus subtil, et embrasse les choses de manière plus générale. Cher Guillaume Bernard, merci beaucoup pour cette entrevue. Je présente à nouveau évidemment votre ouvrage. J'invite les personnes qui nous regardent à se le procurer. Le lien sera dans la description. Comme je l'ai dit au tout début, c'est vrai que ça permet d'avoir quand même un certain optimisme qui manque dans nos milieux. Si vous avez aimé cette vidéo... Excusez-moi, allez-y. Non, je voulais vous remercier de cet entretien parce que on peut approfondir les choses. Et puis, je me permettrai de faire un tout petit peu de publicité pour vous dire que après ce livre-là, j'avais sorti une pièce de théâtre qui s'appelait L'Empereur et les Brigands. Et mon prochain ouvrage sort le 20 septembre prochain et s'appelle Deux colères fracassées dans l'ignorance. C'est très éloigné dans la forme de ce que vous avez pu présenter maintenant. Mais enfin, en tout cas, ça devrait, je l'espère, intéresser un certain nombre de vos téléspectateurs et vous-même. Je vous le ferai parvenir avec grand plaisir. Avec plaisir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt.